qu'on m'a demandé d'intervenir sur les terres rares, mais comme Guillaume a fait une bonne partie du job, je vais être plus sur les enjeux généraux, en fait, la deuxième partie de la question, c'est-à-dire les impacts environnementaux du numérique en général. Mais je vais quand même aborder un peu le cas de l'IA. Donc, effectivement, comme ça a été dit, je m'intéresse à la question du numérique depuis longtemps et Michel Debré le sait bien puisqu'on a travaillé ensemble sur cette question-là il y a déjà un certain temps. Et le dernier bouquin donc, s'appelle L'Impératif. Hein, c'est pas tout à fait le dernier, en fait. Il y a un bouquin à l'échappée qui sort aujourd'hui ou demain ou lundi et qui s'appelle Le numérique, une catastrophe écologique et qui est une version courte, en fait, du gros bouquin là, sur l'impératif de la sobriété numérique qui fait quand même 400 et quelques pages. Bon, je vais donner quelques éléments de méthode et puis après, on va aller tout de suite sur le sujet. Hein, donc, je m'appuie, enfin, je m'inscris dans un courant qui s'appelle la théorie politique. Et dans ce bouquin, je m'appuie beaucoup sur le théoricien américain, je crois qu'il est américain, l'anthropologue James C. Scott, d'ailleurs comme Michel. Et je traite beaucoup de la question des modes de vie. Donc, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce qu'on n'a pas trop le temps, hein, mais voilà, en gros, c'est mon cadre. Alors, quelques enjeux écologiques du numérique, hein, juste se rappeler que c'est entre 2 et 4 % des émissions de gaz à effet de serre planétaires, que effectivement, des matières premières critiques, enfin, Guillaume a dit l'essentiel, hein, je pense, à savoir que les terres rares ne sont pas rares, contrairement à ce qu'on croit, elles sont peu denses, en fait. Hein, c'est ce qu'il a dit, c'est qu'elles sont 2000 ou 3000 fois moins denses que les métaux ordinaires tels que l'aluminium ou le cuivre ou surtout le fer. Donc, il faut retourner beaucoup, beaucoup plus de terre, ce qui veut dire que, outre les pollutions locales, à l'échelle, disons, globale, l'enjeu est plutôt celui de l'énergie, étant donné que pour retourner cette terre, on utilise de l'énergie fossile principalement. Et donc, on se retrouve avec le problème des gaz à effet de serre. Donc, le problème des gaz à effet de serre est bien plus pressant que celui des pollutions locales. Je ne dis pas que le problème des pollutions locales n'est pas important, mais voilà, rappelons-nous simplement que parmi les scénarios qui peuvent sortir, hein, vous savez que la science climatique est incertaine, notamment autour du sujet de la question, enfin de la sensibilité climatique. Savoir que quand on multiplie les gaz à effet de serre par 2 en concentration dans l'atmosphère, les modèles ne sont pas d'accord sur la température qui sort. Est-ce que ce sera 3 degrés? Est-ce que ce sera 4 degrés? Est-ce que ce sera 5 degrés? Est-ce que ce sera 6 degrés? Les modèles sont en désaccord, donc il y a un risque qui varie du simple au double, une incertitude scientifique sur laquelle on ne peut pas trancher. Alors 3, 4, 5, qu'est-ce que ça veut dire? À 5 degrés de réchauffement, en gros, la France, c'est sur les pics de chaleur, c'est l'Algérie. D'ailleurs, quand on regarde le plan climat, air, énergie territoriale de la ville de Lyon, hein, c'est comme ça qu'il se projette. Il se projette avec le climat d'Alger en cas de réchauffement important. Hein. Donc, vous voyez, en Algérie, l'agriculture, c'est pas du tout la même chose. Les paysages sont pas du tout les mêmes. Hein. Donc, on est dans des paysages plutôt de type désertique et pas du tout, plus du tout dans ce qu'on connaît actuellement, à savoir un climat océanique pour une bonne partie de la France et continental pour une autre partie. Face à ça, on a un numérique qui est, donc on parle beaucoup de réduction des gaz à effet de serre, parce que même si cette question est connue depuis plus d'un siècle, ça y est, on commence enfin à s'inquiéter. Le numérique, dans cette problématique, est un très mauvais élève. Et donc, on a quelques chiffres ici de Cisco. Vous voyez à gauche, c'est la quantité de data qui s'accumule dans le système. Hein. Vous voyez qu'on a une progression de 50% pratiquement par an sur la période 2016-2021. Donc 50% de données en plus chaque année dans le système. Le trafic sur Internet, lui, augmente de 26% par an. Sachant que ces chiffres, en général, sont sous-estimés par Cisco, hein, parce que Cisco produit un indice chaque année. Et quand on compare les indices entre eux dans le temps, on s'aperçoit que Cisco sous-estime en général la croissance du système numérique, de l'écosystème numérique, si on peut parler comme ça. Juste pour donner une petite idée, hein, exabyte, hexa, le préfixe hexa dans le système international des unités de mesure,
Au-delà de hexa, hein, à chaque fois qu'on progresse de 1000, on change en fait de préfixe. Donc, millions, milliards, donc ça va être méga, giga, vous voyez. Après hexa, je ne sais plus, il y en a un, puis celui d'après, c'est peta, c'est iota, pardon. Et au-delà de iota, il n'y a plus de préfixe dans le système des unités internationales et on est pratiquement au iota dans le domaine du numérique. Bientôt, il n'y aura même plus de nom dans le système international des unités, simplement pour nommer les quantités de, de, de data accumulées, qui transitent ou qui sont manipulées. Donc l'IA, évidemment, participe de tout ça. Hein. L'IA, c'est des algorithmes, comme a dit Dominique Bourg. C'est un type d'algorithme parmi plein d'autres. Et donc, ce site-là n'a rien de spécifique, si ce n'est faut mesurer son impact, disons, particulier. Alors, les usages, le Shift Project, le think tank Shift Project a mis l'accent sur la vidéo. À la suite de Statista. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, les usages sont encore mal connus et disons, mal mesurés en termes d'empreinte écologique. Hein. On met l'accent beaucoup sur la vidéo, c'est pas faux. Ce qui explique qu'on mette l'accent sur la vidéo, c'est assez simple. Hein. C'est parce que les fichiers vidéo sont des gros fichiers. Quand vous avez des très grands écrans comme les écrans de télé géantes que vous pouvez voir dans les magasin Fnac ou autre, hein, 1 mètre quasiment de diagonale. Cet écran est constitué de toutes petites diodes, hein, si on peut dire, lesquelles contiennent effectivement des terres rares, notamment du germanium, pour afficher les couleurs. Et l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Il dit simplement, et là ça rejoint un petit peu ce que disait Aldo, l'algorithme, il dit simplement allumer telle couleur ou allumer telle couleur. Donc, l'algorithme ne fait qu'allumer des diodes. C'est tout ce qu'il fait. Hein. Donc, c'est un peu, ça n'a pas l'air, c'est pas si high-tech que ça en a l'air. C'est simplement allumer, éteindre. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est comme il y a beaucoup de diodes et que le rythme de renouvellement de l'écran est très fréquent, ça fait un très gros fichier derrière, simplement pour allumer et éteindre des diodes. Et quand on fait transiter ces très gros fichiers, et forcément, ça consomme de la bande passante, etc. Et bon, voilà. Vous savez que pendant la pandémie, Netflix a été obligé de baisser la résolution de ces fichiers. Hein. Certains Netflix projettent en 4K. Ils ont dû baisser la résolution simplement pour désengorger un peu l'Internet. Parce que leur activité à Netflix, tout seul, a une influence sur la fluidité du trafic de tout l'Internet, ce qui est quand même assez extraordinaire. Alors, moi, ce que je critique dans cette analyse du Shift Project, c'est de ne pas mettre l'accent sur les usages industriels. Parce que quand on regarde aujourd'hui les investissements, en fait, plus ou moins l'équipement des ménages, je ne dirais pas est terminé, mais en tout cas, l'industrie pense que c'est plus ou moins terminé. Il n'y a plus vraiment d'argent à se faire, d'autant plus que les ménages n'ont plus envie de dépenser davantage dans tous ces équipements. Par contre, l'investissement va beaucoup plus du côté de l'industrie maintenant, avec l'industrie 4.0, justement l'IA, la voiture autonome et toutes ces applications qui sont en fait destinées plutôt aux constructeurs. Donc, ça veut dire que le numérique, les industries numériques vont s'adresser plutôt aux constructeurs automobiles plutôt que de fabriquer des objets pour les consommateurs directement. Hein. C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est de ce côté-là que va venir la consommation de données. Alors, tout ça donne une consommation d'énergie, comme je vous ai dit. Vous voyez les dernières estimations du Shift Project ici. Donc, on est à 4-5% de la consommation d'énergie mondiale pour le numérique. Avec un scénario sobriété, vous voyez qu'on reste à 4-5%. La sobriété ne fait pas baisser, elle fait juste ne pas augmenter. Si on regarde le scénario conservateur, c'est-à-dire rien ne changera, on a le même rythme d'efficacité énergétique et on passe de 4 à 7%. Et si l'efficacité énergétique ralentit, l'efficacité énergétique, je vais expliquer ce que c'est, si elle ralentit et qu'on utilise plus de data que ce qui a été le cas jusqu'ici, ça progresse plus vite. Vous voyez qu'on est sur la courbe bleu clair. Et en 2025, on est déjà à 9%, c'est-à-dire qu'on a plus que doublé la consommation d'énergie. Et vous voyez la pente est très importante. Voilà, donc pour dire que c'est vraiment un très, très mauvais élève. Alors, qu'est-ce que c'est que la sobriété? Je vais aller vite parce qu'on a
peu de temps. En gros, le débat sur le numérique, quand on parle de sobriété, souvent on confond avec Green IT et IT for Green. Green IT, c'est quoi? Donc le numérique vert, hein, on a fait un rapport avec Michel là-dessus. Qu'est-ce que c'est que le numérique vert il y a 12 ans? Le numérique vert, c'est le numérique plus vert que le numérique existant. Donc, c'est-à-dire qu'il pollue un peu moins. C'est ça que ça veut dire. Donc, il y a beaucoup de réglementations qui existent pour rendre le numérique moins polluant, notamment réduire les toxiques, améliorer l'efficacité énergétique, euh, et recycler les matières, hein. C'est les 3 directives européennes qui existent, que je vais évoquer rapidement par la suite. Et puis, l'autre sujet qui revient tout le temps, c'est utiliser le numérique pour verdir les autres secteurs, hein. On évoquait l'agriculture connectée tout à l'heure. Bon, voilà, c'est le genre de choses qui est souvent mis en avant, notamment dans la feuille de route sur l'environnement et le numérique du Conseil national du numérique, à laquelle j'ai pas mal contribué. Alors ça, ce n'est pas de la sobriété, hein. La sobriété, c'est ce que dit le Shift. Le Shift définit correctement la sobriété, c'est la réflexion sur les usages. Est-ce que j'ai besoin du numérique ou est-ce que j'en ai pas besoin? C'est ça, hein. Est-ce que j'ai besoin de me déplacer en voiture ou est-ce que j'en ai pas besoin? La voiture connectée, elle dit pas, elle tend pas à ralentir l'usage de la voiture, elle tend à l'automatiser d'une certaine manière, à transformer la voiture en métro, si on veut, mais elle tend pas à réduire l'usage de la voiture, c'est-à-dire l'usage de la voiture qui est lié en général à l'expansion, à l'étalement urbain. Voilà, bon, la sobriété, c'est un truc classique en philo, je ne reviens pas là-dessus. C'est une vertu centrale chez Aristote, c'est la vertu centrale de la démocratie chez Aristote, c'est-à-dire que la démocratie est liée à la modération, à la juste mesure, à une espèce de point d'équilibre entre le trop peu et le trop, hein. On a évoqué le luxe un peu avant. Bah, effectivement, la sobriété s'oppose complètement au luxe, au motif que le luxe des uns est forcément la pauvreté des autres. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que dit Rousseau. Le luxe peut être nécessaire pour donner du pain aux pauvres, mais s'il n'y avait point de luxe, il n'y aurait point de pauvres. Donc, dans le discours sur les sciences et les arts en 1750. Et donc, ça tombe très bien, cette présentation sur le bouquin Paraldo, puisque, voilà, pour passer de l'Antiquité à nos jours, sans être trop violent, je parle un tout petit peu de la querelle sur le luxe en général, au XVIIe, au XVIIIe siècle, avec les proluxes et les antiluxes, hein. Donc, vous voyez que déjà, Sparte et Athènes, l'opposition entre Sparte et Athènes, et entre les frugaux, les spartiates, comme on dit maintenant de manière, disons, dans le sens commun, et puis ceux qui, au contraire, sont du côté du luxe comme moteur du progrès. Donc la sobriété, moi, la définition que je propose, c'est lier la sobriété à la justice, mais aussi à l'historicité. Alors pourquoi l'historicité? Parce que la sobriété, justement, met en cause ce grand récit qui a été évoqué par le bouquin, de l'abondance, hein, de l'abondance qui va venir, et donc ce récit de promesses. Et ça ouvre sur une historicité qui est différente. Et d'ailleurs, en fait, ça décale la question de la technique de l'histoire, avec un espèce de progrès continu comme ça, vers la géographie, c'est-à-dire quel serait l'aménagement du territoire qui serait susceptible disons, d'apporter du progrès, plutôt que de dire que toujours plus, c'est forcément bien. Alors, petite note en passant, on confond aussi souvent sobriété et efficacité. Alors, efficacité, c'est comme le Green IT, c'est-à-dire qu'on va essayer d'assurer un certain usage. Par exemple, là, on fait une visio en consommant moins d'énergie, hein. Ça, c'est l'efficacité, mais on fait la visio, hein. Simplement, cette visio, elle consomme moins d'énergie. Alors pourquoi je dis que ce n'est pas la même chose que la sobriété, c'est que, encore une fois, souvent on confond, notamment les économistes ou les entreprises, mettent en avant l'idée que leur centre de données consomme moins d'énergie, donc c'est super, et c'est de la sobriété. Ben non, ce n'est pas de la sobriété, c'est de l'efficacité. Pourquoi c'est de l'efficacité? Et pourquoi c'est un problème? Parce que le centre de données qui consomme moins d'énergie, en général, bah, fait baisser la facture énergétique, donc fait faire des économies. Et le bilan global de l'opération ne peut s'évaluer qu'en sachant ce que l'entreprise va faire de l'économie réalisée. Qu'est-ce qu'elle va faire de son argent? Si c'est pour étendre les usages, c'est-à-dire ajouter d'autres centres de données à côté qu'on peut payer grâce à l'économie faite sur la moindre consommation d'énergie, vous voyez qu'on ne résout pas du tout le problème.
Et en général, c'est ce qui se passe. Hein. On appelle ça l'effet rebond. Et c'est cette idée, je fais des économies et je réinvestis. Hein. Adam Smith l'expliquait déjà dans La richesse des nations en 1776. C'est la base de l'économie. C'est comme ça qu'on fait de la croissance. Donc, c'est pas du tout de la sobriété. C'est même exactement le contraire. Et pourtant, on a cette confusion qui est assez omniprésente dans le débat. Alors, dans le cas du numérique, hein, je vais aller vite, mais là, encore une fois, mais Guillaume a raison. On dit souvent le numérique, on compare souvent le numérique avec l'imprimerie, avec ici, cette idée que c'est une révolution d'abord cognitive, hein, c'est une révolution de l'information. Alors, ce n'est que partiellement vrai, puisque comme disait Wiener, le numérique, c'est l'information, oui, mais c'est aussi la commande. Et la commande, c'est vraiment cette idée qui est au centre de l'invention de l'Internet, c'est la commande et pas l'information, puisque Leonard Kleinrock, l'inventeur d'Internet en 1961, ce qu'il fait, c'est qu'il applique le paradigme de la logistique à l'information. C'est-à-dire, pour acheminer l'information, hein, vous voyez, il faut avoir en tête des camions avec des colis dedans. Pour acheminer l'information, on va lui faire prendre différentes routes possibles. On va démonter l'information, comme les meubles Ikea avec différents petits colis, et on va arriver à la fin à remonter l'information chez l'usager, le client, qui sera le meuble Ikea dans la maison de monsieur et madame tout le monde. Et c'est exactement ce qui se passe, et c'est pour ça que dans le domaine numérique, enfin, domaine du numérique, de la programmation logiciel libre, il est question non pas de logiciel, mais de paquets. Hein, si vous avez Linux, quand vous mettez à jour votre système, le système télécharge des paquets, hein, des petits colis, si vous voulez, et pas des logiciels. Voilà, donc une fois qu'on a ça en tête, on n'est pas étonné de voir que Internet est au centre de la mondialisation. Pascal Lamy, l'ancien directeur de l'OMC, disait que la mondialisation repose sur deux innovations, Internet et le conteneur, c'est-à-dire deux types en fait de circulation de paquets. Vous voyez. Et donc à ce compte-là, il ne faut pas comprendre Internet comme une technologie de l'information ou de la communication, mais plutôt une technologie de la commande. Et le modèle qui est derrière, qui peut illustrer ça, c'est Zara ou Amazon. Hein, c'est-à-dire un réseau de commandes hyper réactif. Zara sait instantanément, le siège en Espagne sait instantanément quel t-shirt est vendu à quel endroit et est capable dans le monde, hein, dans les milliers de magasins qui existent, et sait instantanément adapter sa production. Et voilà, donc c'est cette idée de logistique qu'il faut avoir en tête. Alors ça se voit dans la structure des revenus de l'écosystème numérique. Hein. Vous avez l'avant-dernier rapport ici. Regardez, la bulle Internet en 2000, c'était AOL, hein, le petit fournisseur d'accès Internet, qui rachetait le producteur de contenu Time Warner, avec l'idée que Internet, ça allait être le multimédia et ça allait être une nouvelle forme de diffusion des contenus. Regardez l'écosystème numérique, regardez l'économie. Les contenus, c'est 250 milliards en 2018, hein, 253 milliards exactement, sur 4 288 milliards de l'écosystème numérique. Donc, ça voudrait dire, si les gens qui disaient que l'avenir du numérique, c'était les portails d'information et tout, ça voudrait dire que les contenus, 250 milliards, représentent 7% du prix des tuyaux. Vous voyez, ça fait cher le tuyau quand même, pour acheminer le contenu. Hein. Ça fait très, très, très cher le tuyau. Le tuyau, donc, coûterait plus que 10 fois plus cher que le contenu. Ouais, c'est pas du tout ça, en fait. Hein. C'est pas du tout un simple tuyau. Donc, en fait, ce qui se passe derrière et qui est très mal conceptualisé encore aujourd'hui, et d'ailleurs, la CNUSED, qui vient de rendre un rapport sur l'économie numérique, là, vous avez une des figures qui figure dans ce rapport en 2019, dit qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à conceptualiser ce que fait le numérique. Et en particulier, je pense que cette dimension de la commande est globalement absente. On met beaucoup trop l'accent sur la communication. Bon, je vais vite. Sachez que le numérique attire énormément d'argent. Hein. Il n'y a pas d'argent pour l'isolation des maisons, il n'y a pas d'argent pour l'agroécologie, il n'y a pas d'argent pour tout un tas de solutions dont on sait qu'elles fonctionnent, dont on sait qu'elles vont résoudre des problèmes. Il n'y a pas d'argent. Par contre, de l'argent pour des solutions dont on sait qu'elles ne vont pas rendre beaucoup de services à tous ces problèmes de climat et tout, ce que disait Dominique Beau au début, il y a énormément d'argent, et des promesses de encore plus d'argent. Regardez, rien que pour l'intelligence artificielle, l'Union internationale des télécoms voit, hein, je vous rappelle, ici, j'étais à 4 300 milliards, hein, voit 13 000 milliards de marché, 3 fois plus, rien que pour l'IA, rien que pour l'IA. Donc, autant dire que voilà, l'argent coule à flot, on ne sait pas à quoi ça sert et on ne sait pas si c'est utile, mais en tout cas, on met de l'argent.
Alors, voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais on sait où vont les investissements. On sait par exemple que Microsoft vise à mettre 7 milliards de joueurs en ligne. Cisco dit que le trafic lié aux jeux vidéo pourrait rapidement devenir l'une des premières, l'un des premiers, l'une des premières causes de trafic sur Internet, assez rapidement. Je ne sais pas si vous voyez, hein. On est déjà à 4% de la consommation de l'énergie. On serait peut-être à 8%. Et que fait Microsoft? Ben, tiens, si on investissait dans le jeu vidéo, tiens, si on faisait du e-sport, tiens, si on consommait encore plus, ça serait vachement cool. Bon, alors on ne sait pas dans quel monde ils vivent, ces gens-là, mais en tout cas, ils ne veulent manifestement pas notre bien. Donc voilà, tout ça, on peut dire que ça va consommer davantage. Et c'est très simple, hein, c'est juste de dire c'est une question de trafic de données. Donc si vous faites de l'IA, à propos de l'IA, si voilà quelques usages de l'IA, hein, donc l'IA fait partie donc, de ces secteurs dans lesquels l'argent coule à flot. Regardez à quoi ça sert l'IA. Bon, j'ai essayé de trouver des case studies, comme ils disaient, types d'usages principaux. Hein. Donc, véhicules à détection, à identification, à évitement. Je ne sais pas si grâce à ça que le nombre de morts va chuter. Sachez que le véhicule autonome consomme énormément de données. Même ces promoteurs le disent. Localisation et géographie, amélioration de la performance du trading algorithmique, voilà, on est content, très bien. Prévention contre les cybermenaces, système intelligent de recrutement. Je ne sais pas si c'est très intelligent d'ailleurs, mais voilà où part l'argent de l'IA. La question qu'il faut se poser, évidemment, c'est la dépense consentie vaut-elle le progrès qui en résulte? C'est la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ce que disait Dominique Bourg au début. Voilà, donc très rapidement, hein, donc je passe un peu sur la structure de mon analyse. Donc, je fais une analyse par acteurs, hein, les grands acteurs, les autorités publiques, les entreprises, les consommateurs et les ONG. Pour aller très vite, ce qui a changé par rapport il y a 10 ans et notre travail avec Michel, c'est que, bon, du côté des autorités publiques, en gros, rien n'a changé. Ou, enfin, si, il y a une inquiétude maintenant sur le secteur numérique, alors qu'il y a 10 ans, il n'y en avait pas. Le commissaire européen de l'époque, enfin, c'était un petit peu avant, m'avait dit d'ailleurs, Monsieur Flippo, vous êtes bien emmerdant avec vos questions. Le secteur numérique va réduire sa propre empreinte et va aider les autres secteurs à réduire la leur. Manque de bol, c'est exactement le contraire qu'il fait et c'était déjà anticipable, c'est qu'il augmente sa propre empreinte et les dernières études montrent qu'il augmente aussi l'empreinte des autres. Alors, les entreprises qui étaient à fond contre la réglementation et qui étaient dans une économie de la promesse, c'est-à-dire oui, oui, notre numérique super, ça va aider tous les autres secteurs, maintenant admettent quand même qu'il y a un problème, soutiennent les réglementations européennes alors qu'elles s'y opposaient il y a 10 ans, soutiennent celles qui sont sur l'efficacité énergétique, celles qui sont sur l'économie circulaire et grâce à la pression des ONG ont joué un rôle aussi, notamment aux États-Unis, pour pousser l'énergie renouvelable, au grand désespoir de Trump d'ailleurs. Il faut remarquer quand même que tous ces acteurs, y compris les ONG, sont quand même plutôt sur l'efficacité et rarement sur la sobriété. On critique rarement de front quand même l'expansion des usages numériques et que là-dedans, je vais très vite, mais les consommateurs sont un peu le jouet de tous ces acteurs-là. Hein, ils sont assez mal informés. Les entreprises leur montrent que les bons côtés, mais ils ont le sentiment d'être de plus en plus, et je vais m'arrêter là, dépendants en fait de ces techniques, hein, ce que disait aussi Guillaume Pitron, c'est-à-dire que maintenant quand on communique, quand on joue, hein, il y a des caricatures qui circulent d'ailleurs qui sont tout à fait parlantes, quand les enfants jouent, hein, autrefois, c'est-à-dire on essayait de les faire rentrer parce qu'ils jouaient au ballon, ils ne pouvaient plus s'arrêter. Donc, il fallait confisquer le ballon pour les faire rentrer pour manger. Maintenant, il faut leur mettre un coup de pied au cul pour qu'ils sortent dehors et confisquer les écrans. Et c'est très socialisant, ces jeux-là. En fait, ils jouent avec leurs copains en ligne. Hein, et ils parlent avec leurs copains. Donc, c'est de la socialisation, mais sauf que c'est de la socialisation assis sur le canapé à pas bouger. Donc, ça a quelques implications. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie.